émission formidable sur les problèmes de société, où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison méritée, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un félouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune. Chers amis auditeurs du mouvement Action Justice, bonjour. Bienvenue encore une fois à notre rendez-vous mensuel portant sur les nombreuses injustices générées par le système de protection de la jeunesse au Québec. Mon nom est Gilles Boivin, étant l'un des membres fondateurs et président de la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ, communément appelée SAVE-DPJ. Il me fait toujours plaisir d'être avec vous et de seconder ou remplacer, selon le cas, le dernier vendredi du mois, M. Hadj Zitouni dans l'animation des différents sujets touchant notre thématique. Avec moi pour m'accompagner, aujourd'hui, deux spécialistes invités qui n'en sont pas, évidemment, à leur première visite en studio. Alors, Mme Claudette Deblois, coordonnatrice de la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ et spécialiste de l'intervention terrain. Bonjour, Mme Deblois. Bonjour. Et
Monsieur Yann Stoll, aussi membre de la Société d'aide et d'information aux victimes de DPJ et référence historico-politico-légale en protection de la jeunesse. Bonjour, Monsieur Stoll. Bonjour. Nous avons aussi la chance, au cours de l'émission, d'avoir un entretien téléphonique avec Madame Luce Bouchard, présidente de l'Association pour le respect des droits des enfants, parents et grands-parents du Québec. Alors, dans quelques minutes, j'aurai l'occasion de leur laisser la parole et de les interroger sur nos différents sujets du jour. En fait, aujourd'hui, le contenu de notre émission sera varié, puisque nous aborderons 3 sujets. Tout d'abord, nous parlerons d'actualité. Plus particulièrement d'un certain article paru dans le Journal de Montréal du 18 mars dernier intitulé « Suicide dans un centre jeunesse » qui a suscité beaucoup d'interrogations. Par la suite, nous aborderons avec Madame Luce Bouchard une question des plus pertinentes. Alors, à savoir, lorsqu'un signalement est effectué pour un enfant à la DPJ, la famille élargie ou immédiate ne devrait-elle pas être mise davantage à contribution avant qu'on enlève le jeune de ses parents? Or, finalement, nous ne pouvons bien sûr esquiver le thème des élections, vous devez bien vous en douter. Or, la protection de la jeunesse ne semble pas avoir été abordée comme une préoccupation électorale. On ne devrait-elle pas l'être? Que pourrions-nous demander à ce sujet aux différents partis? Or, plusieurs demandes pourraient possiblement être formulées, c'est ce que nous verrons. Mais auparavant, j'aimerais souligner que si vous désirez nous envoyer vos commentaires, nous faire parvenir vos questions ou obtenir de l'information concernant une problématique que vous pourriez vivre, vous pouvez le faire en nous écrivant à DPJ Radio Centre-Ville, DPJ Radio Centre-Ville, @hotmail.com ou Save DPJ, case postale 193, Sainte-Agathe-des-Monts, Québec, J8C 3A3. J'en profite aussi pour porter à votre attention que le dimanche 30 mars à 14h aura lieu l'Assemblée générale annuelle de la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ. Alors, comme plusieurs le savent, il s'agit d'un organisme provincial qui couvre l'ensemble du Québec. Mais l'AGA, cette année, aura lieu à Saint-Eustache, dans les Basses-Laurentides, 185 rue du Moulin à Saint-Eustache. On peut y accéder par l'autoroute 640, sortie Saint-Eustache, boulevard Arthur-Sauvé, et qui donne accès à la rue du Moulin. Or, bienvenue à tous. Maintenant, avant d'entendre le point de vue de nos invités, j'aimerais parler d'un article du Journal de Montréal qui m'a fait vivement réagir la semaine passée et qui était intitulé « Suicide dans un centre jeunesse ». Voici les faits. On y parle d'un jeune de 15 ans, Guillaume Crépeau-Bonnier, qui se serait enlevé la vie en se pendant dans sa douche à l'aide d'une ceinture au centre jeunesse Huberdeau le 9 mars dernier. Tenez bien cette date, le 9 mars dernier. Ce jeune était en attente d'un suivi psychologique depuis le 18 juillet 2013. Si vous faites le calcul, ça nous fait un 8 mois d'attente. Date à laquelle un juge de la Cour du Québec avait pourtant ordonné qu'il reçoive des services psychologiques. Donc, on parle d'une ordonnance de cour. La semaine précédant sa mort, la travailleuse sociale responsable de son dossier, qui a parlé avec la mère, affirme qu'il aurait dit à 3 reprises qu'il voulait mourir. Mais qu'on ne l'a pas pris au sérieux et qu'il n'y a pas eu de mesures pour le protéger non plus. Or, le jour de sa mort, même 2 éducatrices étaient présentes dans l'unité où il logeait. Or, évidemment, la mère s'interroge sur le travail de la DPJ et se demande avec raison pourquoi la direction de la protection de la jeunesse n'a pas protégé son fils. Elle est évidemment démolie.
La Sûreté du Québec et le bureau du coroner ont ouvert une enquête. On verra bien ce que ça peut donner. Mais Monsieur Martin, directeur du service à la clientèle des centres jeunesse des Laurentides, dit qu'il ne faut pas en faire un débat public. Il offre ses condoléances à Madame Bonnier, mais il lui demande de rédiger une lettre dégageant le centre jeunesse de toute responsabilité, par exemple. Assez particulier. Mais ce qui est encore plus particulier, c'est qu'au cours des prochaines semaines, on parle pas de 8 mois, les intervenants concernés, eux, recevront un suivi psychologique. Et on ose dire à la mère que c'est pas parce qu'un garçon est dans un centre jeunesse ou avec la DPJ qu'il peut recevoir un service psychologique plus rapidement que les autres jeunes de la société. Moi, quand je lis ça, mes amis, ça me donne l'urticaire. Écoutez, pour un suivi psychologique, avec les moyens que les centres jeunesse ont, il devrait être assez facile d'obtenir l'aide d'une ressource externe. Ça, c'est très clair. Écoutez, d'ailleurs, lorsque on veut évaluer un parent pour lequel on pense que il y aurait soit une déficience intellectuelle légère ou encore un trouble de personnalité dans l'optique de lui retirer son enfant. Écoutez, ça prend pas 8 mois là, avant de lui faire rencontrer un psychologue puis lui faire une évaluation là. Et en plus de ça, écoutez, si les intervenants peuvent avoir un suivi psychologique dans l'espace peut-être de 2 semaines. C'est qu'ils font affaire souvent avec un programme d'aide aux employés. Il existe plein d'autres possibilités de pouvoir offrir des services psychologiques aux jeunes qui sont en centre jeunesse. Écoutez, personnellement, je trouve ça incroyable. D'ailleurs, même dans l'article de journal qui concerne le sujet dont on parle, écoutez, dans le bas du journal de Montréal, on donne même, et c'est aberrant, on dit si vous avez besoin d'aide, on donne SOS Suicide avec les adresses, Jeunesse J'écoute avec les adresses et le téléphone dans les 2 cas, tel jeune avec les adresses, le téléphone dans tous les cas. Je peux pas croire que on peut pas permettre à un jeune qui est vraiment en détresse comme ça et pour lequel d'ailleurs le juge a accordé la possibilité d'avoir un suivi psychologique, on n'y accorde pas la possibilité de donner un coup de téléphone. Même, écoutez, c'est quelque chose d'incroyable dans ce cas-ci. Et on parle du décès là d'un jeune. Et écoutez, c'est quand même pas léger. Et la mère a eu toutes les misères du monde à avoir l'information. Mais on peut se demander aussi, allons un petit peu plus loin dans notre réflexion. Pourquoi la DPJ ne ferait pas affaire avec... advenant le cas qu'il n'y a pas une ressource interne, ce que j'ai de la misère à croire parce qu'il existe un bon nombre de ressources internes, même une psychoéducatrice ou un psychoéducateur peut intervenir dans ce cas-ci. Mais même si on supposait qu'il n'y avait pas une ressource interne disponible, pourquoi la DPJ ne va pas chercher une ressource externe? On peut se poser la question, est-ce que on aurait peur que le jeune puisse dire des choses, exprimer des choses à une ressource externe? Est-ce qu'on n'essaie pas de cette façon-là de se protéger? La question se pose drôlement, je vous dirais. Et faut croire faut considérer ici qu'on a un organisme qui est très hermétique, hein? On veut pas laisser entrer personne, on garde l'information, on veut pas se faire prendre en défaut. Écoutez, on parle de protection de la jeunesse. Est-ce qu'on peut considérer que ce jeune-là a bien été protégé par la DPJ? Écoutez, poser la question, c'est y répondre là, dans ce cas-ci. Et évidemment, la mère ne le prend pas et elle ne prend surtout pas le fait que les intervenants, eux autres,
pauvre personne éplorée, on va avoir droit à un suivi psychologique dans l'espace d'une ou 2 semaines. Voyons. Et puis, alors que son fils a attendu 8 mois et ça s'est terminé par un suicide. On peut bien dire, c'est sûr qu'on peut dire, le jeune avait peut-être des problèmes de santé mentale. C'est sûr qu'il y avait des problèmes de santé mentale. Les juges ont demandé un suivi psychologique, c'est pas pour rien. Peut-être qu'il prenait une médication, ben oui, mais à ce moment-là, faudrait, c'est aussi de considérer que ce système-là préfère souvent médicamenter la clientèle plutôt que leur donner un véritable suivi psychologique. Dans des centres d'accueil comme à Sherbrooke, par exemple, jusqu'à 70% de la clientèle, écoutez, peut être médicamentée, c'est pas rien, là. Mais bon, on sait pas si le jeune était médicamenté ici. Mais écoutez, ça démontre encore une fois que on n'est pas trop fort sur le suivi psychologique, si vous passez l'expression. Maintenant, évidemment, quels seront les résultats de l'enquête de la Sûreté du Québec et du coroner? Écoutez, peu importe les résultats de l'enquête, je suis pas certain. On sait que la DPJ n'est pas imputable de ces gestes. Alors, c'était mon petit éditorial du départ en fonction de cet article de journal là. Maintenant, je laisserai la parole à tour de rôle à Madame Deblois et Monsieur Stoll sur le sujet. Madame Deblois, vos réactions par rapport à Ma réaction par rapport à ça, c'est que la détresse et la souffrance des enfants, c'est moins important que le bon roulement d'une machine. C'est important pour eux autres, là, comme de pas être pris en défaut, de montrer une belle image. C'est important tout ça pour eux, mais la détresse de l'enfant et la douleur et la tristesse des enfants, c'est moins important que la machine. Je pense au film que Mme Nathalie Saint-Pierre, elle a fait, elle a eu dimanche passé au Gala des Jutras. Elle a été en nomination 4 fois, ou 5 fois, 4 fois, je pense. J'ai regardé ce film-là cette semaine et elle parle pas des parents. Catimini, oui. Le film s'appelle Catimini. Elle parle pas des parents. On sait pas grand-chose des parents. Elle parle pas de la DPJ. Elle dit pas grand-chose. On voit des choses, mais elle en dit pas. Elle parle juste de la détresse des enfants. Et ce film-là, je pense qu'il faut le voir juste pour comprendre la détresse des enfants. C'est un film qui surprend parce qu'il n'y a aucune musique, mais il n'y a pas de musique dans le cœur des enfants, là. Les enfants sont malheureux. Et l'intervenante, elle les transporte d'une place à l'autre, mais sans consolation, sans prendre la peine de s'occuper de la détresse, de la peine, de la tristesse de l'enfant, de sa part. Elle lui dit simplement, on s'en va dans une nouvelle maison, là c'est une belle maison, il y a une belle galerie, il y a des enfants, il y a des jouets, tu vas être bien là-dedans, puis ça suffit. Même un enfant qui vient de se faire abuser a que ça. Et ça démontre beaucoup, ce film-là, qui parle pas ni contre les parents, ni contre la DPJ. Ça démontre la tristesse des enfants, le mal des enfants, le désespoir des enfants. Fait que moi, je pense qu'on devrait tous regarder ce film-là, qui s'appelle Catimini. C'est vraiment un film à aller voir pour comprendre la détresse des enfants. Et le bonheur des enfants et leur détresse et leur pour les soigner et tout ça, pour les remettre, c'est moins important que la machine. C'est pour ça qu'on a des cas comme il est arrivé l'autre semaine. Parce que l'important, c'est que la machine soit rodée, que chacun soit à sa place, qu'on les déplace ici et là. On déplace souvent les enfants d'une famille d'accueil à l'autre juste pour que ça paraisse bien, parce qu'il fait trop de crises là, on le met là, on le déplace. On a l'impression qu'on s'en occupe, mais on s'occupe de lui physiquement, mais on s'occupe pas de lui, dans son âme. D'ailleurs, je trouve ça intéressant que vous parliez des familles d'accueil, parce que ce jeune-là, le jeune Bonnier avait fait 5 familles d'accueil avant d'être placé à Héberdo. Hein. Oui. Puis merci pour les bonnes familles d'accueil, parce que des fois, les enfants vont trouver une bonne famille d'accueil qui va vraiment les aider, mais c'est une partie, c'est seulement une petite partie. La plupart sont d'une place à l'autre, et on leur parle, ils partent avec 2 sacs verts. La petite fille dans le film, elle a 2 petits sacs verts, et puis c'est ça qu'ils ont
souvent les enfants des sacs de vidange verts, puis on les transporte ailleurs. Et toute leur vie est dans les sacs de vidange, et ils savent pas où ils s'en vont, ils sont en désespoir et on s'occupe pas de ça. Moi, c'est ça que je retiens là-dedans, c'est que on dit que le Québec aime ses enfants, mais le Québec aime pas ses enfants. Il aime la machine qui s'occupe de ses enfants. C'est une grosse différence. Il est peut-être temps qu'on se penche sur le problème de nos enfants et puis sur la tristesse de nos enfants, ce que nos enfants ont besoin. En tout cas, la machine s'occupe bien d'elle-même. Oui. Monsieur Stoll, vos réactions là-dessus? C'est un excellent sujet. Merci pour Madame Deblois pour s'être penchée sur le côté humain de la détresse des enfants prise avec le système étatique de leur prétendue protection, qui est tout autre chose. Ça démontre, l'analyse de Monsieur Boivin démontre très bien la fausse route que nos politiciens ont pris. Notre législateur a pris en décembre 77, en votant cette loi avec des dispositions d'exception. Les intervenants sont pas des gens formés, sont pas des gens académiquement bien formés, c'est des jeunes, surtout des jeunes qui avaient la peine à finir secondaire, mais ils obtiennent une formation interne au centre jeunesse, à la DPJ, et c'est un vrai Gestapo qui sévit auprès de nos enfants. Depuis des années, des décennies, on soulève ce problème que la DPJ ne respecte pas les ordonnances, surtout les ordonnances pour les enfants, pour leur bien-être, pour leur venir en aide. Et la DPJ, chroniquement, ne fait rien. Se moque des jugements. C'est un long débat qui a fait ses manchettes déjà pendant le débat sur le projet de loi 125 au début des années 2000 jusqu'à 2006, jusqu'à l'adoption de ce projet de loi qui a empêché, une loi Bayonne, qui a empêché les journalistes d'étaler ces problèmes. Alors, c'est l'article sur le suicide au centre jeunesse, c'est un échappé du système. Parce qu'il y a beaucoup de suicides dont on ne parle jamais, qu'on a réussi à étouffer. Alors, il faut vraiment parler de système hermétique qui ne fonctionne pour lui-même, qui n'a aucune préoccupation de bien-être des enfants. Alors, mais aussi, ça reflète la société, la fausse route de notre société, qui a complètement renversé les valeurs, qui ne se préoccupe plus de son prochain. Ça, c'est plus une préoccupation. Tout ce qu'on aime, c'est de rire, d'écouter la musique, de danser, de festoyer. Alors, on est une société festive, et dans cette société festive, les besoins des enfants, leurs besoins vitaux passent vraiment au dernier rang. Alors, voilà. Ça serait mis de côté. Ben, merci, M. Stoll, de votre réaction. Maintenant, j'invite nos auditeurs à prendre une petite pause avec nous. Et après la pause, nous serons de retour avec Mme Luce Bouchard de l'Association pour le respect des droits des enfants, parents et grands-parents du Québec.
OK. Alors, nous sommes de retour de la pause et nous abordons maintenant notre deuxième sujet du jour. Alors, lorsqu'un signalement est effectué à la DPJ concernant un enfant, la famille élargie ou la famille immédiate ne devrait-elle pas être mise davantage à contribution avant qu'on enlève le jeune à ses parents? À ce chapitre, accueillons Mme Luce Bouchard de l'Association pour le respect des droits des enfants, parents et grands-parents du Québec. Mme Bouchard, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Mme Bouchard. Heureux de pouvoir vous parler à nouveau sur cette tribune. Est-ce que vous avez entendu notre question? Oui, j'ai bien entendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, ce que j'en pense, là, ça me réfère à l'article 4 déjà dans la loi de la protection de la jeunesse. Toute décision doit être prise, brièvement, là, doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Alors, hypocritement, on parle des grands-parents qui peuvent être les personnes significatives, notamment les grands-parents, et d'autres membres de la famille élargie. Mais lorsqu'il s'agit d'appliquer cette mesure, c'est pas ça qui se passe. En commission parlementaire en 2006, nous avions exigé plusieurs associations l'ont fait aussi de faire mettre un article ou ajouter là, l'article 4 une obligation pas juste des belles paroles puis des intentions. Dans quoi vouliez-vous ajouter l'article 4? C'est dans le projet de loi 125 ou dans la loi de la protection de la jeunesse? C'est dans le projet de loi de 125. Le projet de loi 125, c'était un projet de loi modifiant la loi sur la protection de la jeunesse et d'autres lois. Il y avait déjà un article là-dessus, mais on a fait ajouter les grands-parents. D'accord. Alors, eux ont ajouté les grands-parents. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de le produire dans l'article 91, c'est-à-dire l'ordonnance du tribunal. Alors, vous avez le juge a à peu près une quinzaine de possibilités de placer l'enfant mais les grands-parents n'apparaissent pas. Alors, le juge a les mains blanches. L'ordonnance, les possibilités de prendre une décision pour lui sont dans l'article 91. Alors, il n'y a absolument pas. Alors, j'ai parlé, c'est-à-dire qu'au mois de novembre 2004, je ne voudrais pas aller un peu loin, là, un journaliste avait demandé, parce qu'il y avait eu une diffusion, la diffusion de l'histoire de la petite Amélia. Et puis, le journaliste a demandé, le Radio-Canada avait demandé à M. Couillard, pourquoi la DPJ refusait de considérer les parents comme la première ressource en cas de capacité des parents de s'occuper de leurs enfants. Mm-hmm. En réponse, M. Couillard déclare: il existe des dispositions dans l'article 4 de la loi de tenir compte de la famille élargie et en l'occurrence les grands-parents. Il est vrai que la famille élargie devait être considérée comme première ressource et il a ajouté cet article n'étant pas affirmé, il faudra la rendre obligatoire dans un futur projet de loi. Et ça s'est éteint là. Possiblement que, en tout cas, je ne sais pas s'il n'y avait pas le pouvoir de le faire appliquer, mais ça n'est jamais apparu. Puis aujourd'hui, les grands-parents se battent encore pour parce que j'ai énormément de cas de grands-parents se sont butés à on disait que ça ferait trop lourd dans le processus. Les grands-parents alourdiraient le processus. Imaginez-vous, au nom de l'enfant, les grands-parents étaient prêts à sacrifier leur retraite, pas sacrifier leur retraite, mais s'offrir comme la possibilité de garder les liens avec l'enfant et de continuité et de tout. Alors, on a carrément refusé toutes ces personnes-là. Très peu de grands-parents ont obtenu la garde. Moi, j'ai eu quelques appels
qui m'ont dit j'ai suivi vos conseils, je vous remercie, j'ai obtenu la garde. Mais je dois dire que le résultat c'est pas fort. Donc, selon vous, il n'y en a pas beaucoup. Non, on n'utilise pas beaucoup la famille immédiate et même la famille élargie? Et même la famille élargie, j'ai vu des parrains de marraines qui étaient prêts, qui étaient disponibles, qui n'avaient pas d'enfants, qui avaient un lien étroit avec les enfants, avec l'enfant. Vous savez, quand j'ai entendu l'histoire de suicide, là, je fais juste une petite parenthèse. Oui. Je suis pas surprise. Parce que quand vous entendez une petite fille de 6 ans qui a été enlevée là, de façon brutale et placée dans une famille d'accueil, qui nous disait je pleure toute la nuit et personne vient. Alors, ce qu'on a trouvé de génial, la DPJ, on a acheté une petite suce à l'enfant. Alors, imaginez-vous, oui, on se demande où était le cœur de ces personnes-là. Là. L'enfant pleurait pour ses grands-parents. Et on lui a dit, on a dit, bien, on va trouver une solution. On a ajouté une suce. Alors, on n'a pas rassuré l'enfant, on n'a pas rien fait. On s'est servi d'une chose. Alors, on considère l'enfant comme un numéro. Et c'est ce qui est le plus triste. Alors, l'enfant n'a pas de... puis je lisais aussi, en tout cas, ça m'a vraiment marqué, dans une traduction du docteur Lawrence Boschel de Genève, D'accord. 2000, disait l'enlèvement parental d'un enfant est un viol de sa personnalité. Lui, il disait toujours le parental, que ce soit l'enlèvement parental ou la DPJ, c'est la même chose. Alors, en tout cas, il y a c'est au sujet de parental child, description du syndrome d'aliénation parentale, c'est écrit en anglais traduit le 9 juin 1999. C'est très intéressant. Alors, on explique les traumatismes dont les enfants subissent. Alors que les grands-parents ils ont été dans la vie de l'enfant depuis la naissance. Alors, moi, personnellement, là, je me suis pas habituée à l'idée. Ça fait plusieurs années que j'entends des choses comme ça. Puis je me demande comment se fait que le gouvernement n'a pas agi après toutes les plaintes parce que tout le monde sait, vous le savez, et tout le monde sait que les gens se sont adressés au gouvernement et aux instances comme la Commission des droits de la personne et tout. Bien sûr. Mais rien n'est fait. Alors moi, je ne peux pas dire que je suis découragée. Il faut pas arrêter il faut pas arrêter d'essayer de faire comprendre. Il faut continuer à dénoncer. Bien sûr. Oui, et il faut pas s'arrêter de dénoncer ça. Puis de faire aussi, moi j'ai l'impression que je vais faire une nouvelle tentative auprès si M. Couillard est élu, auprès du premier ministre, d'aller lui remettre ses paroles, de lui montrer ce qu'il a déclaré. Et puis, peut-être qu'on... Et ensuite de ça, aussi, la protection de la jeunesse, qui est incompréhensible, sont en contravention à la Charte du Québec. Ensuite, la Convention pour la Convention... des droits de l'enfant. La Charte. Alors, je me sens que ça peut pas durer plus longtemps. Il faut en arriver, en tout cas, à peut-être un miracle, là, mais on n'a pas eu beaucoup. Écoutez, lorsque nous allons arriver dans notre troisième sujet, je vous redonnerai la parole pour vous demander ce que vous demanderiez directement à Monsieur Couillard, parce qu'on va toucher aux élections un peu plus tard. Mais auparavant, Madame Deblois, quant à vous, quelle serait votre opinion sur le sujet? Est-ce qu'on devrait utiliser davantage la famille immédiate et la famille élargie? C'est certain. J'ai entendu une phrase d'un auteur célèbre la semaine passée dont je me rappelle pas le nom, et ça disait que un enfant arraché à sa famille jeune, c'est comme un arbre qui a pas de racines, c'est comme une rivière qui a pas de source.
C'est quelque chose qui est toujours mêlé, qui est toujours glauque, qui sait pas trop ce qui s'en va. Ça devient quelqu'un qui est pas sûr. La base de la société, c'est la famille. Et quand on enlève toutes les racines à la famille et qu'on enlève quelqu'un de toutes ses racines, il est branlant quelque part. Il a besoin d'aide, s'en sortir. Quand on déracine un arbre, là, c'est très difficile de le refaire pousser. Puis si on le déracine trop longtemps, c'est difficile. Et moi, là, j'ai entendu des jumelles, parce qu'on parle souvent des grands-parents, mais moi, je voudrais parler des frères et des sœurs. J'ai entendu des jumelles de 12 ans. Ils avaient toujours couché dans la même chambre. En fait, ils avaient été dans le même ventre de la même mère avant. Très, très proches, là, en fusion. Et quand la mère a fait une dépression nerveuse, on a pris les jumelles puis on les a mis un à un endroit, l'autre à l'autre endroit dans le village à côté. Ils se voyaient 2 heures ou 3 heures par mois. Ces enfants-là étaient complètement détruits. C'est pas juste les grands-parents, c'est qu'on a besoin de connaître nos racines, on a besoin de savoir qui on est, on a besoin de savoir d'où on vient, on a besoin d'avoir un contact avec notre famille. Sinon, on peut pas être un adulte complet. Peut-être qu'on peut le devenir, mais on va toujours avoir quelque part quelque chose. Et ça revient à la même chose que tout à l'heure. L'enfant, c'est pas le centre de l'intérêt. Souvent, la DPJ dit que l'enfant, c'est le centre de notre intérêt. Je m'excuse, l'enfant, là, c'est très loin de votre intérêt parce que vous ne pensez pas à l'intérêt de cet enfant-là. Ces jumelles-là, ils ont été détruites, ils pleurent, ils font des dépressions, ils sont toujours à la recherche. Ils sortent avec un homme, puis un autre homme, ils sont à la recherche de la relation qui a été brisée quand ils étaient jeunes. Et souvent, c'est comme ça. Et les filles qui sortent des refuges, des centres de jeunesse, ils vont toujours avec l'un et l'autre. J'en vois souvent parce qu'ils cherchent quelque chose. Ils cherchent la relation avec les parents. Moi, une petite fille de 10 ans m'a dit, je pourrais aller dîner avec ma mère. Elle voudrait m'emmener au restaurant le midi. Elle dit, ma mère, c'est pas un monstre. Elle dit, je comprends qu'elle prend de la drogue le soir, mais elle dit, le jour, elle pourrait venir. Elle dit, j'ai besoin de parler à ma mère. Elle a 10 ans, puis elle était très révoltée parce qu'on disait, non. Quand ta mère, elle se comportera comme il faut, tu la verras, mais pas plus pas plus de sympathie que ça, là. Quand ta mère se comportera comme il faut, tu la verras. Puis elle pleurait, puis elle criait, puis elle faisait des crises à l'école. On lui a donné du Ritalin. Ben, c'est ça. C'est exactement comme ça que ça fait quand on sépare un enfant de sa famille. Et la famille, c'est la base de la vie, c'est la base de notre société, c'est la base de toute personne. Donc, il faut laisser les enfants, si ils peuvent pas le voir, au moins appeler leurs parents. Appeler leurs grands-parents, avoir des relations avec leurs frères et sœurs. Une autre petite fille, dernièrement, s'est fait dire, parce qu'elle a un petit frère de 5 ans qu'elle veut voir, c'est pas grave, tu le verras à 18 ans, ça fera pareil. Ça, là, c'est tellement méchant, là, à pleurer des journées de temps. Et c'est comme ça, la DPJ. On le voit pas de l'extérieur. Et tant mieux s'il y a des bonnes familles d'accueil. J'ai connu des familles d'accueil qui permettaient aux enfants de voir leurs frères et leurs sœurs, même sans que la DPJ le sache. Et je dis, merci pour les bonnes familles d'accueil, mais c'est rare. La plupart, ils vont suivre, là, toutes les directives de la DPJ. Et les enfants, on les brise. On dirait qu'on essaye de briser les enfants pour en faire des meilleurs. On brise tous leurs liens, toutes leurs bases, puis on se dit on va faire mieux, mais on fait pas mieux. On fait pire avec nos enfants que s'ils étaient restés dans la famille, avec les grands-parents, les oncles, les tantes. C'est comme ça que ça se faisait avant. Il y a longtemps, je veux pas revenir toujours sur l'ancien temps, mais je sais, on gardait les familles unies. Quand une personne était incapable d'élever ses enfants, les voisins, la mère, tout prenait la famille, l'enfant gardait ses racines et s'en sortait. Aujourd'hui, là, on regarde les jeunes, puis moi, je dis toujours, pour juger quelque chose, regardez ses fruits. Regardez les jeunes qui sortent de là. Vous allez comprendre tout de suite qu'à la DPJ, quelque part, ça fonctionne pas. Ils prennent nos enfants pour faire mieux que nous, puis ils font pire que nous. Et la famille proche, moi, je dirais plutôt la fratrie aussi, pas juste les grands-parents, mais les sœurs, les frères qui vivent la même chose, les oncles, les tantes, les cousins, c'est tellement important. Et il est très rare qu'on permette aux enfants qui sont blessés d'avoir leurs frères, leurs sœurs. C'est déjà difficile pour les parents. Les frères et les sœurs, on leur permet, mais 3 heures par 2 mois ou 3 heures par mois, c'est comme rien. Mais les tantes, les oncles, les cousins, les grands-parents, l'arrière-grand-parent, tout ça, par exemple, oubliez ça. Là, l'enfant se retrouve comme quelqu'un qui n'a pas de famille. Bien sûr. Puis je voudrais revenir sur une des choses qui m'a beaucoup fait mal, c'est cette jeune fille à qui on avait dit ta mère t'aime pas. Parce que si elle t'aimerait, tu serais pas ici. Elle avait 4 enfants,
Non, on avait 5. Il avait 5 enfants, 4 qui lui ont laissé parce que c'est une bonne mère pour ces 4-là, une qu'on lui a enlevée. Puis on disait toujours à sa fille, ta mère ne t'aime pas, arrête de penser qu'elle t'aime, ça t'aimerait. Et c'est mon mari qui a dû partir un jour en cachette, puis aller chercher la petite, puis lui dire non, ta mère t'aime. La petite, elle pleurait toujours. Quand elle est sortie de la DPJ, elle a témoigné elle-même dans une de nos réunions à quel point elle était détruite par le fait qu'on lui avait dit que sa mère l'aimait pas. Voyez-vous, quand on brise la famille, là, la base de la famille, c'est l'enfant qu'on tue. On a peur qu'il se fasse tuer parce que le parent boit, on l'amène dans une place et on le tue mentalement. Peut-être que c'est dur, mais moi, je vois ça comme ça. Merci, Mme Deblois. Monsieur Stoll, qu'en pensez-vous de votre côté? On parlait tout à l'heure du projet de loi 125. Effectivement, le projet de loi 125 ne devait-il pas impliquer davantage les grands-parents et la famille immédiate? En fait, c'est ce que m'avait dit à un moment donné le député Gautrin qui avait travaillé au niveau de l'ébauche de la loi 125 lorsque je l'ai rencontré. Oui, c'était introduit dans l'article 4, comme Mme Bouchard a bien mentionné, mais c'est pas une obligation et il faut comprendre le système. Comment le système fonctionne, c'est pas vraiment un cadeau pour une société. C'est pas un cadeau qu'on s'est fait. Au Québec, il faut vraiment remonter historiquement en arrière pour comprendre comment ça s'est bâti graduellement au fil des ans. Il y avait une première loi sur la protection de la jeunesse qui était en vigueur de 64 à 79. Qui n'a donné aucune possibilité à l'enfant d'être représenté par un avocat et qui ne prévoyait aucunement que l'enfant puisse faire appel à un jugement de la Cour. C'est-à-dire, la Cour était un dieu qui a décidé définitivement de l'issue de la vie d'un enfant. Mm-hmm. En 75, il y avait un gros scandale au Québec sur la maltraitance des enfants dans les centres jeunesse francophones. Ah oui? Pas les centres jeunesse, mais ça s'appelait pas comme ça. C'était plus tard, mais équivalent de ce qui est aujourd'hui centre jeunesse. Centre jeunesse. Ok. Alors, on a nommé monsieur, je me rappelle plus son nom, les centres jeunesse anglophones pour son nom, Manuel, mais peu importe. Je peux pas vous aider là-dessus. Il a fait une enquête là-dessus et effectivement, il y avait beaucoup de maltraitance physique. Alors, le droit à la vérité des enfants a été respecté. Le droit à la justice, non, parce que à ma connaissance, aucune des intervenants maltraitants n'a été jamais poursuivi. Et leur droit à la réparation non plus n'a jamais été respecté. Parce qu'il faut comprendre, à l'époque, 30 000 enfants par année ont été enlevés à leurs enfants. 30 000 enfants par année, ce qui est historiquement... ça ressemble pas mal à ce qui est fait aujourd'hui encore. Non. C'est pas... Selon les données... C'était pire à l'époque. Ah, c'était pire. OK. Alors, en 76, le Parti québécois a été porté au pouvoir et en 77, en décembre 77, on a voté une nouvelle loi sur la protection de la jeunesse. Madame Marois, qui était déjà au gouvernement à l'époque, elle en a fait toute une promotion pendant toute l'année 78 et jusqu'à son entrée en vigueur en janvier 79. Bien sûr. Madame Marois prétendait devant la population du Québec que pour l'ancienne loi, l'enfant n'était qu'un objet de droit. Aujourd'hui, l'enfant est un sujet de droit, mais c'est complètement faux parce que les droits fondamentaux de l'enfant ne sont pas respectés. Alors, c'est-à-dire la personnalité juridique de l'enfant est inexistante au Québec jusqu'à aujourd'hui, et surtout en matière de la protection de la jeunesse. Ce qui a été d'ailleurs confirmé par le jugement de la Cour suprême du Canada le 13 octobre 2000, qui a substitué à la personnalité juridique de l'enfant l'autorité de l'État. Et a textuellement supprimé ou rendu invalide les garanties juridiques, c'est-à-dire les droits fondamentaux à l'enfant et à ses parents
dans le contexte de la protection de la jeunesse. Alors voilà l'évolution. Ensuite, c'était le projet de loi, parce qu'au début des années 2000, il y avait des grandes vagues de contestation, des documentaires, même M. Arcan en a fait, il y avait des enfants de DPJ, des parents de DPJ, etc. Il y avait des bouquins, des livres dénonçant cette maltraitance. Et l'Association pour le respect des droits des enfants, parents et grands-parents du Québec a même à cette période-là, Madame Bouchard, vous pouvez nous préciser, c'était quoi la pétition, combien vous aviez eu de signataires et qui, ça serait peut-être à vous de préciser. 24 000 signatures. 24 000. Maintenant, on a lorsqu'ils ont reçu, on n'a absolument pas fait une accusée de réception. M. Dumont a déposé ça à l'Assemblée nationale et on a remis ça sur les tablettes. Et j'ai reçu, 5-6 mois plus tard, les pétitions sans que rien n'ait été fait ni mentionné à l'Assemblée nationale. Alors, vous voyez, c'est notre démocratie. Vous l'avez déposé par l'intermédiaire de quel député? M. Mario Dumont. Mario Dumont. Alors, ça a été déposé, je pense, le 6 juin 2007. Et vous demandiez quoi, au juste? Pardon? Vous demandiez par Qu'est-ce que vous demandiez? On demandait, justement, que des grands-parents soient reconnus comme personnes ressources, parce que on l'a, dans notre pétition, je ne l'ai pas en main, là, on avait plusieurs demandes, et que avant d'aller dans les ressources étrangères, de voir dans la famille proche, la famille de l'enfant, soit les grands-parents ou les frères, sœurs ou autres, parrains, marraines, alors comme les cas dont j'ai eu, mais ça a été comme ignoré totalement. Alors, vous avez 25 000 signatures, des gens qui croyaient que nous avions une chose en main qui était importante pour les enfants, c'était pour les enfants. Alors, est-ce que quand c'est pour les enfants, c'est pas important? La politique est plus importante. Est-ce que vous demandiez... Pourquoi accepter la situation des enfants? Je vois ici, là, dans la Charte des droits et libertés, là, l'article 23, toute personne a droit en pleine égalité. Je vous dis ça là, parce que là, je vous amène alors égalité à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien fondé de toute accusation portée contre elle. Alors, les grands-parents, lorsqu'ils veulent se présentent pour devenir partie prenante au dossier, on ne leur permet même pas. Vous pouvez être un témoin, mais partie prenante, vous ne pouvez pas. Alors, j'ai vu des grands-parents déposer une requête au tribunal, à la Cour supérieure pour devenir, c'est-à-dire au tribunal de la jeunesse. C'est au tribunal de la jeunesse d'abord, pour devenir partie prenante au dossier. Et les grands-parents se sont présentés, mais lorsqu'il est venu pour discuter de leur demande, on a fait sortir les grands-parents. Alors, même dans le tribunal de la jeunesse, les grands-parents ne peuvent pas être là. Ce sont des empêcheurs de tourner en rond ou, en tout cas, l'eau, c'est trop lourd pour eux autres. Alors, les grands-parents, est-ce que leurs droits ont été respectés? C'est comme si la loi de la protection de la jeunesse était au-dessus des chartes des droits et libertés, au-dessus de n'importe quelle convention signée. Absolument. Madame Bouchard, j'ai une question. Est-ce que votre pétition portait sur une demande d'enquête? Oui, une demande d'enquête. C'est ça ce qui est important de mentionner. Justement, il y avait plusieurs éléments. C'est dommage que je ne l'ai pas sous les yeux. Et M. Mario Dumont, c'était quoi son attitude? Au moment où M. Dumont a représenté, il était chef de l'ADQ. Oui. En 2007, c'est 2007. Je crois que c'est du juin 2007. Quelle était son approche face à votre demande? Son approche a énuméré justement nos demandes.
Puis, il n'y a absolument pas eu de réaction, soit de l'opposition ou du gouvernement en place. Personne n'a réagi. Mais il me semble qu'il a fait beaucoup de promesses et ensuite il a laissé tomber complètement. Exactement. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est arrivé souvent. C'est-à-dire qu'il s'est cogné sur un problème qui le dépassait totalement. Fort probablement. Parce que là, c'est fort probable. À ce moment-là, après nos démarches, j'avais un monsieur Lancillot qui était protecteur du citoyen qui disait que nous allons enfin, on s'était déplacé, on avait eu des rencontres dans son bureau et puis là, lui, il était déterminé à agir auprès du gouvernement, mais ce qui est arrivé 15 jours plus tard, M. Lancillot a été transféré, a été nommé dans un autre département, mais parce que lui, il voulait faire des choses. Il était nommé ailleurs. On l'a déplacé. Parce que c'est ce qui arrive même pour un avocate qui va prendre très bien la défense des personnes, des parents ou des enfants, normalement, on lui propose de devenir procureur de la couronne. C'est moins dérangeant. Oui, c'est ça. Alors, c'est tellement triste, là. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas garder le dossier. Définitivement. Maintenant, justement, abordons un peu le volet politique, si vous... parce qu'il nous reste peu de temps. Voilà... Vous savez, chers amis, que nous sommes en pleine campagne électorale et la protection de la jeunesse ne semble pas être un enjeu important, n'est-ce pas, pour les partis en lice. Par contre, justement, si nous avions formulé des demandes ou des recommandations importantes aux partis, quelles seraient-elles? Alors, si on se permettait de rêver, là, on pourrait souhaiter quoi, Madame Bouchard? Oui, moi, je vais vous dire rêver. J'ai bien rêvé, assez longtemps même. Mais seulement que le problème, là, à chaque fois qu'on a rencontré un député ou un ministre, on nous a dit, particulièrement les députés, qui nous disaient, écoutez, moi, je reçois 25 à 30 dossiers par semaine. Ou d'autres nous disaient dans des petits comtés des comtés plus petits, nous disaient bien, je reçois au moins une quinzaine de dossiers. Ouais. Même M. Dumont nous avait dit, je reçois. Alors, il n'y a personne il n'y a aucun député de l'Assemblée nationale qui a exercé ses fonctions et qui n'est pas au courant du problème, parce que les dossiers, on les a acheminés. Mais vous leur demanderiez quoi? Je leur demanderais... Si vous étiez assis là avec Mme Marois, M. Couillard, M. Legault, Mme David, vous leur demanderiez quoi si vous aviez... La première des choses que je demanderais, là, c'est de revoir cette fameuse loi à qui on a... dans laquelle on a donné tellement de pouvoir à la DPJ. Vous parlez du projet de loi 125 ou la loi de la protection de la jeunesse? Oui, exactement. De revoir toute cette loi-là. Même toute la loi. Ça ne fait pas longtemps, les enfants issus de cette loi qui vont grandir, qui arrivent à 18 ans, sont totalement démunis. Généralement, ils commencent à consommer à 10-11 ans des drogues. Là, donc, si vous aviez à les rencontrer, vous leur demanderez de revoir la loi au complet. Ben oui, de revoir la loi, puis surtout les principales choses qu'on dénonçait dans notre... Maintenant, si vous permettez, je vais laisser la parole à non, Mme de Blois. Vous sorteriez quoi? Moi, je souhaiterais qu'avant qu'on vote pour eux, on leur dise, prenez position et dites-nous qu'est-ce que vous allez faire avec les droits des enfants et la loi de la DPJ. S'ils n'ont pas l'intention de rien changer, ben je voterai même pas pour eux. Parce que je suis pas pour voter pour quelqu'un qui fait mal à mes enfants dans ma région, dans mon pays. Je suis pas politique, là, je vous dirai pas pour qui voter, mais moi, je voterai pas pour quelqu'un qui est pas capable de comprendre que les enfants souffrent et qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ça, c'est ma façon à moi. Monsieur Stoll? Oui, je vais renouer avec les propos de Mme Bouchard pour revoir la loi sur la protection de la jeunesse et les pratiques des DPJ, les pratiques établies depuis des décennies. Il faut vraiment nommer une commission d'enquête, mais pas
une enquête publique comme on l'entend aujourd'hui, comme le viaduc de Concordia, mais une vraie commission d'enquête indépendante, impartiale et compétente sur les pratiques établies et sur les dispositions d'exception de la loi qui violent systématiquement les droits fondamentaux des enfants et des parents. Ensuite, de traîner devant la justice les responsables de ces politiques criminelles parce que priver l'enfant arbitrairement de sa liberté physique, c'est un crime contre l'humanité. Parce que c'est l'État, c'est sa politique qu'on mène depuis des décennies ici au Québec, qui commet ces faits, ces actes. Alors, c'est un comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés par l'article 7 du Statut de Rome, qui est Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui a été introduit dans la juridiction canadienne par la loi sur les crimes contre l'humanité. Et vous voyez la gravité du problème, alors vous ne pouvez pas être surpris que tous les politiciens fuient ce problème comme le diable de l'eau bénite. Voilà. Merci, M. Stoll. En ce qui me concerne, ce que je souhaiterais et ardemment, c'est que le personnel des intervenants des centres jeunesse et de la DPJ soit imputable de ces gestes. Je sais que je rêve un peu, mais je souhaiterais qu'au moins chaque personne soit membre d'un ordre professionnel qui fera en sorte qu'on pourrait les poursuivre au niveau de leur syndic pour des actes répréhensibles. On ne peut même pas faire ça actuellement, puisque ce qu'on a en première ligne, ce sont des ARH. Donc, eh bien, chers amis, merci. C'est tout le temps que nous avions. Alors, merci, Mme Bouchard. Merci. Merci, Mme Deblois. Merci. Merci, M. Stoll. Merci. Et en terminant, permettez-moi de vous informer de 3 façons d'entrer en contact avec le mouvement Action Justice sur Facebook, facebook.com/mage au pluriel Québec, sur Twitter, @mage majuscule Québec, et sur YouTube, Mage Québec. Merci, à la prochaine. C'est une émission. Annoncez votre entreprise à la radio. Faites-vous connaître davantage. Sur Radio Centre-Ville, vous pouvez vous le permettre. C'est plus qu'abordable. Trouvez de nouveaux clients parmi diverses communautés du Grand Montréal et annoncez dans des émissions qui seront pertinentes par rapport à vos produits et services. Développons ensemble la stratégie à adopter. Informez-vous en rejoignant notre département de publicité au 514-495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com. Le 7 avril, c'est jour d'élection générale au Québec. Pour connaître l'adresse de votre bureau de vote, consultez la carte de rappel que vous avez reçue par la poste ou visitez notre site Web. Les bureaux de vote seront ouverts de 9h30 à 20h. Pour plus d'informations, consultez électionquebec.qc.ca ou communiquez avec le directeur général des élections du Québec au 1-888-élections. Votre vote, c'est un pouvoir. Le 7 avril, votez. Informez-vous en espagnol. Pulso, le journal des latino-américains à Montréal. Retrouvez Pulso dans une grande partie du commerce latino-américain ou abonnez-vous gratuitement. Pulso.ca. Pulso.ca. Pulso, information en espagnol. Radio Centre-Ville, 102,3 FM.